Panafricaniste convaincu, discours sans concession, Eli Kamano est dans la surface de vérité. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dans quel cadre êtes-vous au Burkina Faso? Je suis au Burkina dans le cadre d'une tournée que j'ai entamée dans les pays de l'AES pour encourager la jeunesse, pour galvaniser la jeunesse par rapport à la lutte entamée par les trois chefs d'État. Et donc, moi, étant un artiste panafricain, comme vous l'avez dit, j'ai fait une chanson. Avant même cette chanson, j'avais chanté un titre intitulé La route est barrée. C'était pour, encore une fois, dire à la CEDEAO qu'elle prenait une très mauvaise décision en prenant des sanctions contre ces pays qui ont décidé de prendre en main le destin ou les destinées de leur pays. Donc, je suis dans cette tournée-là. J'étais au Niger, je suis passé par le Sénégal et aujourd'hui, je suis au Burkina. Alors, Sénégal, Niger, justement, vous êtes au Burkina Faso dans un contexte assez difficile hein, pour le peuple, vous le savez. L'horreur à Bassalgo, dans le centre-nord. Les terroristes ont encore endeuillé. Oui. Tout à fait. D'abord, je présente toutes mes condoléances au peuple, au vaillant peuple du Burkina Faso et au président capitaine Ibrahim Traoré, qui ne ménage aucun effort. On le voit à travers ses discours, à travers ses sorties sur le terrain. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je prends aussi mon bâton de pèlerin ensemble parce que la lutte n'est pas que militaire, la lutte elle est culturelle aussi. Donc je suis vraiment touché, surtout que ces événements sont arrivés pendant que je suis sur le territoire burkinabé. Donc je suis vraiment touché par ces actes barbares et sauvages. Et quel est votre regard justement sur ce phénomène qui freine le développement quand même de nos États, notamment du Sahel? Bon, écoutez, je pense que les gens parlent de Al-Qaïda. Je ne pense pas que ce soit Al-Qaïda qui est derrière ça. C'est des mercenaires qui sont poussés par l'impérialiste et les impérialistes qui ont été repoussés ou qui ont été dégagés de nos États. Et aujourd'hui, je pense qu'après les indépendances, depuis 1960, on n'a pas assisté à une force fédératrice des pays de l'Afrique qui ont décidé, dans une certaine vision, de se mettre ensemble afin de, de, de sortir l'Afrique et de lui redonner sa dignité. Donc moi, je pense que le regard que je porte sur ces phénomènes, c'est que des gens ne veulent pas nous donner la possibilité de nous développer, de nous émanciper et d'industrialiser nos États. Pendant qu'ils nous traitent de pays pauvres, mais en même temps, ils veulent fixer le prix de l'uranium au Niger. Pendant qu'on nous traite de pays pauvres, en même temps, c'est eux qui veulent fixer le prix de l'or au Mali. Et sans compter le Burkina Faso. Donc, c'est paradoxal quand même. Pour vous, l'enjeu, c'est le sous-sol du Sahel? L'enjeu, c'est une question d'intérêt. Ça a toujours été l'enjeu. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant, c'est toujours lié aux intérêts. Vous savez que le terrorisme était déjà là, hein, pendant que l'impérialisme était toujours présent. Non, le terrorisme, pour moi, le Burkina Faso ne l'a connu qu'après l'ère Blaise Compaoré. On a vu ce qui s'est passé après Blaise Compaoré. Comme quoi, il y a des gens tapis dans l'ombre, c'est-à-dire des ennemis endogènes du Burkina Faso qui participent activement aussi à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que connaît le peuple burkinabé aujourd'hui. Et ces ennemis endogènes pactisent fortement et activement avec l'ennemi exogène du Burkina. Et nous dénonçons tout cela dans notre combat. Pour vous, c'est ce qui rend complexe les choses? Très complexe, parce que ça rend très vulnérables nos concitoyens, la jeunesse burkinabé, et aussi qui n'est pas assez mature, parfois qui se laisse emporter, qui se laisse entraîner, et parfois qui se laisse au jeu des terroristes. On s'interroge toujours sur le circuit de financement et de ravitaillement justement de ces groupes terroristes. Nos États n'arrivent toujours pas justement à percer le mystère. Comment se fait que ces groupes-là arrivent à se ravitailler en armes, en munitions et font face à des États tout entiers? Je vous le disais tout à l'heure, à mon avis, avant que les trois chefs d'État ne décident de démanteler le système français dans nos États, dans ces trois États, vous n'êtes pas sans savoir que le contrôle total de l'armée ou le contrôle de certaines parties de nos territoires ou de ces territoires était contrôlé par ces gens. Alors, depuis qu'ils ont été mis dehors, ça n'a pas fait bonne presse et on a vu des réactions des généraux même qui sont sortis, qui ont tenu des propos comme quoi
le Niger, le Burkina, le Mali, c'est des États qui ne peuvent pas échapper à leur contrôle. Donc, ils passeront par tous les moyens, ils mettront tous les moyens qu'il faut pour nuire à ces gens et pour ternir justement leur gouvernance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une des forces ou une des stratégies de Alain Foka, non, c'est pas Alain Foka, comment il s'appelle, l'homme de Gaulle, monsieur coup d'État de Gaulle, qui faisait des coups d'État Le dans les... général de Gaulle? Non, pas général de Gaulle, il avait un homme de main qui faisait des coups d'État un peu Ah partout. oui, J'ai oublié son nom. Alors, cet homme, il avait une stratégie. Foka. Foka. Voilà. Sa stratégie, c'était quoi? La stratégie, c'était de passer par les fils même du terroir pour essayer de créer des troubles dans le pays et rendre impopulaire le pouvoir, afin de créer ce qu'on appelle une insurrection populaire. Ça a été le cas avec le président Sékou Touré. Et après l'indépendance, la France, on sait comment on s'est séparé avec fracas. Donc, il y a eu toutes sortes de sabotages afin de pousser la population à se révolter contre le président Sékou Touré. Aujourd'hui, nous assistons à la même chose. Ces actes sont posés pour amener la population à avoir un regard négatif sur la gouvernance de ces présidents. La Guinée de Sékou Touré devrait inspirer justement nos États. Tout à fait. Tout à fait. La Guinée de Sékou Touré, c'est pourquoi d'ailleurs je suis dans ce combat, c'est pourquoi je suis en désaccord aujourd'hui avec le président Mamadi Doumbouya, qui est en train de faire en sorte que la Guinée soit une porte ouverte pour la France ou pour la base militaire française. Chose que je trouve déplorable parce que Sékou Touré a passé... Oui, vous pensez que Doumbouya est dans cette dynamique-là? Oui, je le pense parce que j'ai des informations et je ne le dis pas parce que j'ai vu, mais j'ai des informations qui reviennent à tout moment. On a aussi des photos et ça me fait peur parce que la France, la base militaire française ne peut pas être installée en Guinée parce que c'est un danger pour l'AES, à mon avis. D'accord. Alors, justement, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, comme vous l'avez dit, se sont mis ensemble pour combattre le phénomène à travers justement la confédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et vous avez chanté l'AES, justement. Oui, j'ai chanté l'AES. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, la lutte n'est pas que militaire. Nous avons une arme. Notre arme, c'est l'art, c'est le micro. Alors, plus nos voix portent, plus on a le devoir, comme l'a dit Fran Fanon, de découvrir notre mission, de la trahir ou de l'accomplir. Moi, j'ai découvert ma mission à travers Thomas Sankara parce que mon panafricanisme est né au contact avec le Burkina Faso, au contact avec mon idole, qui est le président Thomas Sankara. Et j'ai commencé à faire de la musique engagée. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas trahir cet idéal parce que tout simplement, ces trois chefs d'État, pour moi, m'inspirent justement la lutte que j'ai menée durant plus de 20 ans en Afrique à travers la musique. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de les accompagner et de dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui écoutent la musique de Ili Kamano, que c'est une occasion pour nous de saisir, qu'on doit saisir pour accompagner cette dynamique. Parce que si elle meurt, on va mettre encore plusieurs décennies à voir une telle dynamique se mettre en place. Donc voilà les raisons qui me poussent à chanter et à porter haut la lutte que mènent ces trois présidents. Et pour vous, l'AES, c'est une forteresse? C'est une forteresse. Ouais. C'est une forteresse des pays qui n'avaient pas de crèche. D'accord. En tant que panafricaniste, ouais, est-ce que l'AES, justement, ne va pas contribuer davantage à la division des Africains? Bon, laissez-moi vous dire déjà que la jeunesse africaine aujourd'hui est dans l'esprit de l'AES. Oui, je sais de quoi je parle. Vous n'avez pas idée de l'écho que l'AES fait dans les autres pays. J'avoue que certains présidents sont encore sous l'effet, c'est encore des valets et des vassaux de l'Occident, mais les populations même sont dans l'esprit de l'AES et je ne crois pas qu'il y a eu mieux ou meilleure décision que de se retirer de la CEDEAO et de créer une dynamique des peuples. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Les peuples aujourd'hui, les masses africaines, ont besoin des institutions qui tiennent compte de leurs préoccupations. Et si les attentes des peuples ne sont pas prises en compte, ni dans la charte de l'Union africaine, ni dans la charte de la CEDEAO, ça veut dire qu'on a ouvert les yeux. On est dans l'ère de la mondialisation et de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire au Burkina Faso que le monde entier le voit. C'est pourquoi je vous dirais que les messages du président Ibé vont très fort. Ça fait écho dans le monde entier. Vous ne pouvez pas le comprendre. Nous, on le comprend.
Donc, pour moi, l'Afrique aujourd'hui les acclame, les applaudit, les encourage, mais les chefs d'État, qui sont des valets encore, ne font pas de la place afin que l'AES s'étende sur d'autres pays. La position des nouvelles autorités du Sénégal, parce qu'avant de venir ici, vous étiez justement du côté de Dakar, qui pensent plutôt qu'il faut réformer la CEDEAO. C'est la bonne approche, non? Bon. Plutôt que de sortir, non. Travaillons à réformer la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a été mise en place avec des idées très claires à la base. Et aujourd'hui, ces idées sont trahies. Les idées mises en place par nos pères sont trahies par des présidents qui sont à la solde de l'impérialisme. On le sait. Donc, je crois que l'AES ou les présidents de l'AES ont mûri la question, ont d'abord posé le débat avec la CEDEAO, ont brandi des menaces avec la CEDEAO avant de prendre cette décision. Ils sont pas allés à tue-tête comme ça. Ils n'ont pas pris cette décision de sortir, de quitter la CEDEAO. Je pense qu'il y a eu des discussions. Je pense qu'il y a eu avant même que nos amis n'arrivent à la tête du Sénégal, le président Sonko, pour qui d'ailleurs j'ai fait une chanson lorsqu'il avait été incarcéré, et le président Diomaye, avant qu'il n'arrive à la tête du Sénégal, l'AES avait entrepris des démarches, je crois, auprès de la CEDEAO pour leur demander un certain nombre de choses qui n'ont pas été réglées. Parce que la démocratie est une denrée qu'on doit donner à son peuple, d'accord. Mais la sécurisation de son territoire, de l'intégrité territoriale, je pense que c'est la meilleure denrée qu'on doit donner à son peuple et à sa population. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans sécurité, sans paix. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Donc, au regard de l'évolution des choses qui sont passées entre l'AES, les présidents de l'AES et la CEDEAO, je crois bien, c'est mon analyse, je crois bien que c'est à l'issue de tout ça que les trois ont pris la décision de prendre leur destin en main et de former cette dynamique. Le fait, c'est qu'on est dans la désunion finalement, les Africains. On n'est pas dans la désunion. L'Afrique n'est pas désunie. C'est les dirigeants qui sont en train encore de tirer certaines ficelles, qui refusent de comprendre que l'Afrique a atteint l'âge de la maturité et que l'Afrique aujourd'hui a une jeunesse très dynamique, à une jeunesse qui comprend les choses, à une jeunesse qui va amener ses dirigeants demain à accepter ce que l'AES a commencé. Et quand vous regardez donc l'AES, quel est le message que ça renvoie à votre avis? Le message est simple. Aujourd'hui, j'ai chanté ce morceau en faisant allusion à Kwame Nkrumah, à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, à Djibo Bakary, à tous ces leaders africains qui, dans leur parcours, ont parlé du panafricanisme, c'est-à-dire de la souveraineté africaine et de la fédération de nos États. Et on ne peut pas être une Afrique forte si nos États ne sont pas fédérés et si nos États ne se mettent pas ensemble sur certains axes. Et ces axes-là, c'est des axes sécuritaires, c'est des actes monétaires, c'est des axes sur lesquels l'Europe a réussi à se mettre ensemble. C'est-à-dire que quand on prend l'Union européenne aujourd'hui, on parle de l'OTAN. Quand on parle de l'Union européenne aujourd'hui, on parle de l'euro. Quand on parle de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses qui les met ensemble. Et nous, en Afrique, depuis 1960, il n'y a pas de grands actes qui ont été posés qui nous amènent à être une Afrique ou un continent fort. Donc, moi, le regard que je porte sur l'AES, c'est que c'est une décision très forte qu'ils ont eu à prendre, parce que quand on voit Kadhafi qui s'est fait tuer, parce qu'il a pris la décision de faire une conférence à Yaoundé pour mettre en place le FMA, le premier fonds monétaire africain, où il avait décidé d'injecter 80% des fonds dans notre banque pour éviter aux chefs d'État africains d'aller se faire assassiner en allant prendre des dettes ou de l'argent auprès du FMI. Donc, ces trois chefs d'État, en faisant cette union, cette dynamique-là, je crois qu'ils ont vraiment compris les attentes du peuple ou des peuples africains. C'est ça ma vision de l'AES et ma vision de leur parcours et de leur combat. Et vous savez que les enjeux, ils sont surtout économiques. Hein. L'économie, c'est important. C'est un socle important pour réussir cette dynamique aussi. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, il ne faut pas avoir peur, justement?
Est-ce que ce n'est pas le levier sur lequel on pourrait facilement atteindre l'AES? Justement, ça, c'est important de le signaler parce que aujourd'hui, quand on prend la cherté de la vie, c'est une question sur laquelle on peut facilement amener le peuple à se révolter. On peut facilement amener le peuple à discréditer la gestion d'un État. Mais laissez-moi vous dire que ces trois pays-là, si les, le sous-sol est bien géré, parce que je ne peux pas comprendre qu'on nous traite, je l'ai dit tout à l'heure, de continent pauvre ou de pays pauvres, qu'on ne permette pas à nos pays de fixer les prix de leurs matières premières. Donc, je crois que si les ressources sont bien redistribuées et si la corruption est contrôlée et maîtrisée, je crois que la saignée financière est stoppée, je pense qu'on pourra s'en sortir. Mais il y a un sacrifice à faire. Un sacrifice. Parce que Oui. malheureusement, il y a ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Hein. Tout à fait. La Guinée est un bel exemple. Non, le cas de la Guinée, la malédiction provient justement de nos dirigeants. C'est les dirigeants qui prennent du champagne pour eux, et puis pour eux seuls et leur famille et leur clan, et ils s'en fichent du peuple. Ça n'a rien à voir. Vous donnez la Guinée aujourd'hui à un gars comme eBay, on lui donne 5 ans, c'est fini. Les gens prendront le visa pour aller là-bas. Vous avez pensé? Oui. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, C'est une question de patriotisme. C'est une question de patriotisme. oui. Voilà. C'est ça. Parce qu'on a du mal à comprendre qu'on peut avoir toutes ces ressources, Tout à fait. qu'on a du mal à exploiter. Et Tout à fait. finalement, c'est encore des compagnies occidentales qui Exactement. viennent exploiter notre Exactement. sous-sol. Exactement. La Guinée, quand même, regorge le plus grand gisement de fer du monde est en Guinée, le mont Simandou. Je dis bien du monde, le plus grand gisement du monde. Et on est deuxième exportateur de la bauxite mondial. Donc, c'est pour vous dire que, au regard de toutes ces richesses que Dieu nous a gratifiées, où le président Sékou Touré même disait que la Guinée est un scandale géologique, on ne comprend pas. Tu as encore des problèmes d'électricité. Bien sûr, c'est récurrent ça. Ouais. Ça ne finit pas. C'est un paradoxe qu'on ne comprend pas. Ouais. C'est lié au patriotisme. Il faut avoir un patriotisme très élevé pour pouvoir penser au peuple et pour pouvoir frapper avec le même bâton toutes les personnes qui, de votre famille, de votre clan, de votre entourage, commettraient des crimes qui pourraient entorser ou qui pourraient aller à l'encontre de l'épanouissement de la patrie. Mais en Guinée, c'est de laisser aller. En Guinée, c'est le clanisme, je m'excuse, c'est le clanisme. En Guinée, c'est du favoritisme. Là-bas, chaque président qui arrive avec son clan et les richesses et les matières premières sont exploitées par le clan du président qui est en place. Les dessous de table passent à tout moment et le peuple est abandonné à son sort. Et voilà. On vous dirait que dans presque tous les pays africains, c'est les mêmes refrains, hein? Bah oui, malheureusement. bah oui, c'est dommage, c'est dommage. Alors, votre collègue Regiman Tiken Diafakoli, qui était d'ailleurs dans ce même fauteuil blanc il y a quelques mois déjà, qui soutient également l'AES dans sa dynamique, mais souverainiste, bien sûr. Mais lui, par contre, dénonce des violations des libertés d'expression. Vous le comprenez dans cette inquiétude? Il a fait une chanson d'ailleurs dans ce sens. Bon, écoutez, moi, on m'amène souvent à commenter cette sortie de Tiken Diafakoli, mais je vais en parler. Vous savez, pour moi, on ne peut pas demander plus de démocratie et de liberté à un pays ou à un président qui voit son peuple se faire massacrer tous les jours. On ne peut pas donner la liberté aux gens qui veulent discréditer le combat d'un président qui est la cible de l'impérialisme. On ne peut pas, au regard de tout ce qui se passe au Burkina Faso, le Burkina est en guerre. Les pays de l'AES sont en guerre, il faut le reconnaître. La guerre justifie tout? La guerre, je l'ai dit tout à l'heure, la guerre nous amène à mettre la patrie au-dessus de tout. Les considérations ou les libertés individuelles, pour moi, s'effacent devant les intérêts du peuple. Et les grandes actions des hommes effacent leurs erreurs. Aucune révolution n'a été parfaite. Tous les grands révolutionnaires dans ce monde
ont commis leur révolution a été émaillée de quelques ratés. On ne peut pas aujourd'hui tenir rigueur à ces trois hommes connaissant le face-à-face qu'ils ont eu avec l'impérialisme, avec les Français, je peux le dire ainsi, les tenir rigueur parce qu'ils ont refusé la liberté à telle personne de cracher sur eux ou de cracher sur le mode de gouvernance qu'ils imposent au pays. Moi, je pense que, franchement, il faut qu'on ait de la retenue parfois dans ce qu'on dit. Quand on porte une voix, il faut avoir de la retenue. Il faut avoir le sens élevé de la lutte. Parce que quand on dit qu'on est un révolutionnaire, qu'on est quelqu'un qui se bat pour le panafricanisme, il faudrait mesurer le pour et le contre de la révolution. Parce que quand on est dans une révolution, il faudrait comprendre aussi qu'il y a des contre-révolutionnaires. Il y a des gens qui sont toujours contre la révolution. En France, en 1945, il y avait des Français qui infiltraient des mouvements de résistance français pour donner des renseignements aux Allemands. Et ça, on le sait, après la guerre. Mais c'est des gens qui ont été pendus au poteau, qui ont été exécutés parce que c'était des traîtres. Donc c'est pour vous dire que dans toute lutte, il y a toujours des traîtres endogènes, des ennemis endogènes. Donc vous ne pouvez pas demander plus de liberté à un président ou à des présidents qui font face à une guerre. Donc moi je pense que, à mon avis, ceux qui réclament ces espaces de liberté estiment que c'est également au nom de la défense des intérêts du peuple et du pays. Oui, mais le pays, est-ce que c'est antagonique? Est-ce que c'est un problème s'exprimer, par exemple, sur juste la gouvernance pour dire, par exemple, attention, la façon de gérer les ressources ici peuvent nous amener à avoir un problème de ressources pour faire la guerre, par exemple. Est-ce que ce type de critique, non, il est mauvais? Non, moi, je ne parle pas de ça. Vous m'avez parlé de la sortie de Tiken. Tout à fait. Et ce que j'ai écouté de lui, ça ne parle pas de ressources. Est-ce que la gestion de cette... Mais quand il parle de liberté d'expression, oui, la liberté d'expression sert aussi à avoir ce regard sur la gouvernance. Non, ce que j'ai compris et entendu de sa musique, ou dans sa musique, il dit que dès que tu parles, on t'envoie au front, ou on t'envoie en prison. Dès que tu parles de quoi? Mais vous savez que là, c'est aussi ça, c'est de la poésie, c'est une façon d'écrire. Je suis un écrivain. Je suis un écrivain. Oui. Je suis un compositeur. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, je sais de quoi il parle. Et c'est pourquoi je dis, les libertés individuelles, c'est bien et tout, mais devant l'intérêt du peuple et de la patrie, elles s'effacent. Est-ce qu'un artiste engagé, ce n'est pas aussi jouer le fou du roi, c'est-à-dire être capable aussi de dire, je soutiens, c'est bon, mais attention ici, il faut faire attention? Oui, tout à fait, moi je l'ai fait. Moi, dans ma chanson Ali Baba et ses 40 voleurs, je l'ai fait. Est-ce que vous êtes capable de le faire pour les États de l'AES, par exemple, non, que vous soutenez? Pour les États de l'AES, il faut qu'on comprenne qu'il y a une lutte dans une autre lutte. Attention, il y a une guerre dans une autre guerre qui dépasse les dimensions que vous voyez. La dimension de la guerre dans laquelle vous êtes aujourd'hui au Burkina Faso dépasse ce que certains réclament comme liberté individuelle qu'on doit accorder à certaines personnes par rapport aux propos qu'ils veulent tenir ou qu'ils souhaiteraient tenir sur la conduite de la transition. Parce que est-ce que ces propos, est-ce que c'est forcément pour détruire? Est-ce que ce n'est pas pour arranger, pour contribuer à arranger ces propos? Il y a aussi des propos qui contribuent à arranger, mais il y a des libertés. Quand on donne à certaines personnes, ça contribue à détruire. Vous comprenez? Vous savez, je ne peux pas faire d'extrapolation entre les pays de l'AES ou la situation dans les pays de l'AES et la situation dans les pays comme la Guinée, le Sénégal, le Togo, le Bénin. Pas du tout. Vous êtes confrontés à une guerre où vous avez deux ennemis. Et ces deux ennemis jouent pleinement et journalièrement, quotidiennement leur rôle. Et de façon inlassable. C'est-à-dire, les ennemis que vous avez, ils sont ici au Burkina et en dehors du Burkina. Ils sont au sein de l'AES et en dehors de l'AES. Donc, pour combattre ces deux ennemis, il faut de l'union sacrée. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour les combattre, il faut empêcher de donner la parole à n'importe qui. Si on veut gagner le combat qu'on a entamé contre le terrorisme. Parce que la parole est une arme. Mais très puissante. Au commencement, on fut la parole. Et la parole est Dieu. Et la parole tue l'homme. Vous comprenez? La parole est une arme puissante. C'est Touré. Mais l'arme la plus puissante qu'il avait, c'était la parole. Sankara, c'était la parole. Che Guevara, c'était la parole.
Mais IB, aujourd'hui, c'est la parole. Tous ces grands dirigeants, qu'est-ce que vous pensez? On ne peut pas donner la parole à n'importe qui dans une révolution, je dis bien. Parce que le président Sékou Touré disait que le premier ennemi de la révolution, c'est bien la confusion. Alors, le but de certaines personnes, c'est de s'aimer la confusion. Et une fois qu'ils auront réussi à le faire, mais c'est fini. Mais est-ce que justement, il ne faut pas faire la différence entre les ennemis, la nation, et ceux-là qui ne sont pas forcément des ennemis, mais qui ont le courage de dire certaines vérités pour que ça s'améliore, pour que ça aille mieux? Est-ce qu'on ne met pas tout le monde dans le même sac? Non, mais vous savez, peut-être que vous cernez mieux la situation du Burkina que moi. Peut-être parce que tout a commencé devant vous. Je viens au Burkina depuis 2009. Tout a commencé devant vous et vous cernez mieux. Vous avez les tenants et les aboutissants. Mais ce que je sais, de ma compréhension des choses, si je suis dans ce combat, si je me suis engagé dans ce combat, c'est parce que je me suis dit que le plus grand combat à mener aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces pays soient débarrassés de ces agressions, de ces terroristes, de ces agresseurs. Ça, c'est indéniable. Exactement. Ça, c'est mon premier combat. Et que ce pays recouvre l'intégralité de son territoire et afin de jouir pleinement de sa souveraineté. Ça, c'est moi mon combat. Ensuite, par rapport à ce qui se passe maintenant à l'interne, aux gens qui ne sont pas d'accord sur la conduite de la transition à l'interne, je ne vais pas trop m'avancer dans ça parce que je pense que j'ai déjà donné mon avis. Tout à fait. Je comprends bien votre position et elle est noble, hein, elle est juste. Je pense que tous les Burkinabés partagent cette position, qui est qu'on a des ennemis et on doit pouvoir justement se mettre ensemble pour combattre ces ennemis de la nation. Ça, c'est clair. Et on vous dit merci justement pour cet accompagnement, pour ce soutien, justement. Alors, pro-démocrate ou pro-coup d'État? Attention, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis pro-démocrate, oui. J'ai chanté la démocratie, oui. La démocratie, la liberté ne peuvent pas se donner à un peuple qui est en guerre, un peuple qui se fait menacer, agresser, tuer journalièrement. Et j'ai dit tout à l'heure que la démocratie était une denrée que tout président démocratiquement élu doit donner à son peuple. Mais la sécurisation du peuple va au-delà même du denrée qu'on doit donner au peuple. C'est une obligation que tout dirigeant doit garantir à son peuple. Donc, pour moi, la différence entre la démocratie et la sécurisation du territoire se situe à ce niveau. La démocratie, on doit la donner. La sécurisation du territoire, on doit la garantir. Est-ce qu'on ne peut pas garantir la sécurisation du territoire dans un système démocratique? Oui, mais ce n'est pas le cas dans vos pays. Ce n'est pas le cas dans vos pays. Est-ce que les présidents qui sont arrivés à la tête du Burkina Faso, qui étaient démocratiquement élus, est-ce que ces présidents ont mis fin à ces tueries dans les différents villages du Burkina, dans les différentes contrées du Burkina Faso? Est-ce que c'était leur préoccupation? Est-ce que c'était leur priorité? Ils étaient occupés à animer la vie politique du Burkina. Attention, aujourd'hui, vous êtes amenés à vous concentrer 70 ou 80% de votre énergie sur des agressions que vous subissez, des morts que vous orchestrez, que vous enregistrez, et des attaques que vous orchestrez. À comment trouver des stratégies pour repousser ces ennemis du Burkina? Moi, je pense que c'est là la vraie question. Donc, pour vous, les régimes d'exception sied mieux, justement, pour des pays en guerre que la démocratie? Je n'ai pas compris. Vous estimez que les régimes d'exception sont adaptés à ce type de combat que les démocraties? Ben, naturellement. Naturellement, si le régime d'exception a dans sa trajectoire la volonté de sécuriser le pays, la volonté de redonner au pays et au territoire sa souveraineté, sa pleine souveraineté, mais je crois que c'est tout à fait légitime et normal pour le peuple de l'accompagner et d'être en adéquation avec lui. D'accord. Alors, je vois en Guinée, vous avez soutenu au départ le colonel Mamadi Doumbouya. Tout à fait. Aujourd'hui, vous le dénoncez. Tout à fait. Alors, vous dites que la Guinée vit une des périodes les plus sombres de son histoire. Tout à fait. Dans un monde aussi moderne. Aussi moderne. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement?
Eh bien, ce qui n'a pas marché, c'est que le président Mamadi Doumbouya, qui est venu à la tête du pouvoir le 5 septembre, que nous avons tous acclamé parce que nous pensions qu'il avait mis fin à une dictature, qu'il avait mis fin à un régime qui bâillonnait les Guinéens, à un régime qui avait imposé un troisième mandat aux Guinéens au prix du sang, au prix de la vie de plusieurs de nos concitoyens. Alors nous pensions que le discours qui avait été tenu, dans lequel on a entendu des propos du genre on est venu parce qu'on veut mettre fin à la gabégie, on veut mettre fin à l'injustice, on veut mettre fin justement à tous les maux qui gangrènent notre société. Nous, on a adhéré à ce combat, on a adhéré à ce discours. Mais avec l'évolution des choses, on a compris que la charte qui a été mise en place, qui, en son article 46, disait qu'après la transition, aucun membre de la transition ni du CNT n'allait être candidat, n'allait se porter candidat aux échéances électorales. Nous avons constaté aussi que les 10 points qui avaient été élaborés, sur lesquels la transition allait se dérouler, ont été violés. Nous avons constaté que le CNT, avec la complicité justement de son président, a mis un avant-projet en place que je traite de chiffon, dans lequel il y a un article qui permet la candidature indépendante. Ça, c'est un boulevard qu'ils ouvrent pour permettre la candidature du président Mamadi Doumbouya. Alors, moi, en tant que révolutionnaire, en tant qu'artiste engagé, je lui ai dit de vive voix, avant de commencer à faire des sorties dans les médias, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit qu'il fallait organiser des élections libres et transparentes et partir. Parce que nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous ne sommes pas un pays menacé. Nous sommes un pays en paix et nous ne voulons pas connaître de nouvelles dates similaires à celles du 28 septembre ou de nouveaux événements similaires à celles du 28 septembre. Moi, je le dis ça d'abord de vive voix. Donc, pour moi, les objectifs ont été trahis. La mission pour laquelle ils ont fait le coup d'État, nous avons compris que ce n'était pas la mission, ce n'est pas cette mission qu'ils sont en train d'accomplir aujourd'hui. Et il fallait que je prenne ma responsabilité. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mes sorties. Et je crois que je joue dignement et pleinement mon rôle. Et dans tous les pays où je vais, je le dénonce. Comme quoi le pouvoir finit par corrompre. Tout à fait. Oui. Entre les bonnes intentions de départ et la réalité dans les actes, plus on dure au pouvoir, on finit par se métamorphoser. Exactement. Et ça, c'est la faute justement au système qui se met autour du chef de l'État, autour du président. Parce que moi, j'ai eu à lui dire ça. J'ai dit en Guinée, parce que moi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé, je suis venu le voir. Je lui ai dit, on a fait 1 heure de temps de discussion sur la Guinée. Il était très enthousiaste, il voulait que je l'aide à conduire la transition. Je lui ai dit, je ne pourrais pas vous aider. Vous et moi, on va aider la Guinée. Mais ce que je pourrais vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'ici, il y a un système. Si vous ne tuez pas ce système, il va vous rattraper, il va vous tuer. Il m'a dit, c'est quoi le système? Je lui ai dit, le système, c'est votre entourage direct. C'est les intouchables, les indéboulonnables, les sacro-saints, les personnes capables de commettre des crimes qu'on ne peut pas toucher. Et ces personnes, c'est vos frères, c'est vos amis, c'est vos cousins, c'est vos camarades. Donc, il faut éviter cela. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste en Guinée. Malheureusement. C'est toujours les entourages des présidents qui commettent les exactions. C'est ça. Même avec le pouvoir de Sankara, c'était aussi parfois cette même situation. Vous avez beau être intègre, patriote, vous voulez le bien de votre peuple. Il y a toujours des gens autour. Il y a des gens autour qui vous créent des problèmes. Et comment régler cette situation, justement, des entourages des chefs d'État qui polluent l'environnement, qui commettent des exactions? Il faut sévir. Il faut sévir. Et parfois, les présidents n'ont pas le courage de sévir. Exactement. Malheureusement. Il faut sévir. Vous savez, j'ai regardé tellement de documentaires sur Sankara, où parfois, je tire ma conclusion, je dis, est-ce que le président Sankara n'a pas trahi la révolution en se faisant tuer? Parce qu'il hésitait. Il hésitait pour moi. Pour moi, il ne voulait pas sévir. Il était le contraire du président Sékou Touré. Le président Thomas Sankara était le contraire du président. Le président Sékou Touré, il sévissait. Lui, il sévissait.
Parce qu'il était clair pour lui que des complots ourdis par les Français étaient fomentés depuis la France pour la Guinée, contre lui. Donc, il sévissait. Et dans son entourage. Mais bien sûr. Mais Fodéba, je vous donne l'exemple. Le Fodéba Kéra. Fodéba Kéra, c'était un ministre du président Sékou Touré. C'était un de ses bras droits. Et c'est lui-même qui a créé les balais africains. C'est lui qui a même créé, mis en forme et en place l'armée guinéenne et tout. Il fait partie d'un des cadres qui avait mis en place l'armée guinéenne, qui ont écrit les textes et tout. Mais il a fini au Cambouaro. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas d'état d'âme avec ces choses comme ça. Je pense que nos dirigeants aujourd'hui doivent arrêter d'être complaisants envers des proches à eux qui commettent certaines exactions qui retombent sur leur tête. Dans vos reproches vis-à-vis justement du président Doumbouya, vous parlez par exemple de musellement de voix discordantes. Tout à fait. Aujourd'hui, toutes les voix discordantes sont muselées. En l'occurrence, le général Sadiba qui a été assassiné parce qu'on le considérait comme un insoumis dans l'armée pendant qu'il était, si je peux me permettre, un des militaires les mieux formés dans l'armée guinéenne. Il y a aussi les 2 activistes qui ont été kidnappés, enlevés à leur domicile et aujourd'hui qui sont portés disparus. Toute voix aujourd'hui qui s'élève contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya, du CNRD, est automatiquement anéantie et réduite au silence. Donc ça c'est un problème. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Mais je ne comprends pas le changement radical de l'homme. Je ne comprends pas parce que ce n'était pas les intentions de départ. Il n'était pas parti pour rester... On n'était pas parti, je ne dirais pas ils ont. Parce que vous vous sentez concerné. Non, il y avait l'adhésion du peuple. Je me sens concerné. Et je me sens d'ailleurs coupable et responsable en partie parce que j'ai fait la promotion, je l'ai accompagné. Vous avez donné votre pleine confiance. Mais oui, parce que nous avons amené le peuple à adhérer. Nous avons amené le peuple à croire et à accompagner. Mais aujourd'hui, c'est une trahison. C'est une chasse aux sorcières. Et voilà. Assez compliqué en tout cas pour la Guinée. Récemment, j'étais avec des confrères guinéens qui me parlaient aussi de la situation de la presse dans votre pays également. Je pense que les médias aussi sont frappés par cette situation. Fermés. Médias fermés. Médias en tout cas qui ne va pas dans la logique du CNRD. Fermés. Pendant qu'il y a des ministres aujourd'hui au sein du CNRD qui, sous le régime du président Alpha Condé, se servaient de ces médias pour insulter Alpha Condé, se servaient de ces médias pour critiquer avec des paroles très acerbes et impitoyables à l'endroit du pouvoir du régime d'Alpha Condé. Et ce que je ne comprends pas, Alpha Condé, que nous avons tous combattu, nous, lorsque nous étions en prison, au FNDC, lorsqu'on avait été arrêtés, les médias avaient la possibilité de filmer les manifestations. Il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues. Et ces images faisaient le tour du monde. Quel est ce président qui va accepter que ses adversaires, ses opposants fassent des manifestations filmées dans la rue et qui soient vues par le monde entier pour discréditer son pouvoir? Mais lui, il a laissé faire. Mais celui qui est venu pour nous sauver de cette dictature d'Alpha Condé empêche que cela soit fait. Paradoxe. Paradoxe. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi un paradoxe quand vous condamnez cela dans votre pays et que vous estimez que dans l'AES, ça peut se comprendre? Attention. Encore une fois, ne faisons pas d'extrapolation. Le combat de l'AES n'a rien à voir avec le combat de la Guinée. D'accord. Pour vous, l'AES est dans un combat de souveraineté. Pour vous, il y a la guerre dans l'AES, ça peut se comprendre. Si Mamadi Doumbouya était dans une lutte de souveraineté guinéenne, était dans une lutte qui allait dans le même sens que l'AES, j'allais être le premier au front à prendre les armes. Ce n'est pas la même chose. Vous demandez aujourd'hui aux Guinéens quelles sont vos préoccupations. Vous pensez qu'ils vont vous dire non, c'est sécuriser la frontière de Zérékoré ou sécuriser la frontière de Guéguédou ou celle de Fria?
parce qu'il y a la guerre, parce que nos parents meurent là-bas, c'est pas ce qu'ils vous diront. Parce qu'on n'en connaît pas. Mais ils vous diront, c'est comment manger, comment faire en sorte que le niveau de vie, que le panier de la ménagère, comment faire en sorte qu'on ait de l'électricité, comment faire en sorte... C'est ça la préoccupation première des Guinéens. Vous ne pouvez pas comparer cela à la situation dans les pays de l'AES. Vous êtes confronté à une situation, mais votre situation, c'est mondial. Et c'est le monde qui est en guerre contre vous. Quand je dis le monde, c'est qui? C'est des gens qui ont des intérêts en commun. Parce que l'impérialisme, s'il a quelque chose en commun, c'est que quand la France est en guerre avec toi, c'est l'Europe qui se met en guerre contre toi. Donc pour moi, ceux qui me posent la question, mais comment se fait-il que tu encourages, que tu soutiennes l'AES pendant que c'est des militaires qui sont à la tête de ces pays et que tu fustiges celui de ton pays? Mais il faut arrêter. D'accord. Je comprends votre logique justement sur ces questions-là. Alors, vous parlez tout à l'heure du 28 septembre. Quel enseignement vous en tirez aujourd'hui d'Addis Camara qui a des difficultés avec la justice de son pays? Vous savez, le 28 septembre, les seules personnes qui doivent tirer des leçons de ce procès, c'est le CNRD. C'est ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Parce que je l'ai chanté dans une chanson et je l'ai dit dans mes publications et dans mes sorties sur ma page Facebook. On n'est pas venu pour répéter l'histoire, on est venu pour changer l'histoire. Mais malheureusement, le CNRD est en train de répéter exactement l'histoire du CNDD. Parce que le 28 septembre est la résultante de l'entêtement du CNDD à vouloir se maintenir au pouvoir, à vouloir s'éterniser au pouvoir. Et c'est dans cet affront qu'il y a eu ce massacre. Imaginez que demain, que Doumbouya se porte candidat aux élections. Les mouvements de soutien ont déjà commencé. Les voix les plus... Vous pensez qu'il peut rester? Mais les mouvements ont déjà commencé. Ils sont en train de prendre déjà l'argent du contribuable pour donner au mouvement de soutien à sa candidature à travers la ville de Conakry. Vous savez, la plus grande stratégie des dictateurs, c'est de rendre le peuple, d'appauvrir le peuple, de l'affamer, afin de pouvoir l'imposer ou lui imposer son dictat et sa volonté. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans notre pays, la Guinée. Et donc, pour moi, le 28 septembre risque, je ne souhaite pas du tout, mais ça risque de se répéter en Guinée, parce que l'histoire est en train de se répéter. Si Doumbouya se porte candidat, il va faire face justement à l'opposition des Guinéens. Parce que ce qu'il oublie, c'est que Dadis, dans son pouvoir, dans l'exercice de son pouvoir, le Guinéen est très, très euphorique dans l'exercice de son pouvoir. Et même après le 28 septembre, il y a des gens qui disaient encore, oui, on veut Dadis, Dadis, Dadis. Ça, c'est pas sincère. Non, c'est pas sincère. Ça, c'est dans tous les pays. La Guinée, les gens sont très émotionnels. Donc, eux, ils surfent sur l'émotion. Ils pensent qu'ils sont populaires, légitimes. Ils pensent qu'ils sont populaires parce qu'ils distribuent des billets de banque. Quand ils font une petite sortie, ils rentrent en Guinée, ils distribuent de l'argent, ils sont accueillis par les gens. Non. Mais avant le 28 septembre, c'était le même cas en Guinée. Mais ça n'a pas empêché le 28 septembre d'arriver. Alpha Condé, il est tombé. Avant qu'il ne tombe, quand il sortait dans la rue, les gens applaudissaient pour lui. En tout cas, c'est militant. Mais quand il est tombé, c'est les mêmes personnes qui sortent. Ouais, il est tombé. S'il y a une entité qu'on ne peut pas contrôler et connaître, c'est bien le peuple. Il est imprévisible. Imprévisible. Changeant. Alors, vous avez été reçu par le président nigérien, n'est-ce pas? Oui. C'est le cas. Et oui. Comment vous l'avez trouvé, le général Tchani? D'abord, je l'ai trouvé très accueillant. Très accueillant. Et c'est lui qui m'a invité, hein, avec le mouvement M62. Il y avait la semaine nationale de la souveraineté et de la culture, de l'indépendance du Niger. Et ça faisait les 1 an de leur pouvoir, leur arrivée au pouvoir à la tête du pays. Donc, ils m'ont fait venir parce que j'étais déjà allé une première fois. Donc, j'ai fait toutes ces activités avec eux. Ensuite, il m'a reçu. On a discuté justement de toutes ces questions dont on parle. On a discuté de la Guinée. Et voilà, il m'a dit que Doumbouya les appelait.
Il les appelait parfois. Même nous, on a constaté cela. On a constaté qu'au début, nous étions avec vous et les déclarations que vous teniez ici, les communiqués que vous teniez ici au Mali et au Burkina, nous, on répétait la même chose, on reproduisait la même chose là-bas par rapport aux décisions que la CEDEAO, justement, prenait contre vous. Mais malheureusement, à un moment donné, on a vu que ça ne suivait plus parce que monsieur le président Doumbouya a prêté allégeance à la France. Et donc, le président Tchani, on a discuté de beaucoup de choses. Et il était très content du combat. Et il est très content du combat que je mène. Et Vous voilà. avez vu un homme convaincu de sa lutte Un homme convaincu, résilient, un homme prêt à donner sa vie pour son peuple et pour l'AES. Là, vous êtes au Burkina Faso. Une audience avec le président du Faso, c'est prévu? Bon, on a rencontré le ministre porte-parole, le ministre de Communication. Communication. Donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il n'est impossible. Oui, parce qu'il faut aussi savoir qu'il incarne mon idole, il incarne Thomas Sankara, et donc on a des choses à se dire. Des choses à se dire. Ouais. Oui. Le Mali également dans l'agenda? Exactement. Après, ici, c'est le Mali. Le Mali. Oui. Il est prévu également une rencontre avec les Tout à fait. autorités Tout maliennes. à fait. Tout à fait. Il faut les encourager, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Et on doit s'accompagner d'ailleurs. On doit s'accompagner. Eux, ils ont besoin de nous. Nous, on a besoin d'eux. Nous, on a besoin de leur image pour montrer au monde entier qu'ils sont dans notre esprit et que nous sommes avec eux. C'est important.